Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au morning meeting de 11 h, Vincent Gann pour vous retrouver ce matin. Alors bienvenue, nous allons passer en vue les graphiques en données journalières, on va se concentrer sur les indices boursiers européens, sur les paires de devises majeures et je vous retrouve cet après-midi à 15h15 pour le traditionnel tour d'horizon des graphiques en données 4 heures. Donc voilà l'horizon de temps H4 et enfin je vous rappelle que ce soir un webinaire est organisé sur l'indicateur Disparity Index. Voilà donc pour la suite des émissions de ce mardi 10 février 2014. Vous avez déjà passé en vue certains marchés ce matin avec mon collègue Adrien Raymond. Donc moi je vais vous proposer mon introduction, revenir un peu sur quelques éléments fondamentaux. Le calendrier économique, vous l'avez déjà passé en vue. Il y avait des statistiques britanniques ce matin d'ailleurs, des données industrielles qui permettent d'ailleurs à certaines paires en livres sterling de réagir favorablement sur certains niveaux de support. Je vous laisse pendant cette introduction prendre connaissance de l'avertissement légal. J'insiste sur le fait que cette présentation et que l'intégralité de son contenu n'est donnée à titre purement indicatif et qu'il n'y aura strictement aucun conseil d'investissement. Je vous laisse donc lire tranquillement la suite. Concrètement, dans le calendrier économique, ça va vraiment devenir du lourd à partir de jeudi et les ventes au détail aux États-Unis. Donc d'ici là, voilà donc l'introduction que je peux vous proposer. Alors vous avez sous les yeux ma disposition graphique en données 4 heures d'ailleurs, ce qui n'est pas normal puisque c'est celle que je vais vous présenter cet après-midi. Donc je vais simplement changer. Au passage, je vous rappelle qu'elle est disponible dans notre forum. Vous avez donc la possibilité de la télécharger. Alors, on va revenir simplement sur quelques éléments, on pourrait appeler ça un peu le morning, un morning fondamental rapide. Les cours du pétrole, ils ont continué de bien rebondir, ils restent globalement forts, je trouve, les cours du pétrole. On a eu 3 séances d'affilée de reprise des cours du pétrole, et c'est plutôt intéressant. Et on se stabilise, mais sans forcément reculer alors qu'on a atteint des niveaux de résistance, et on continue de constater l'impact sur le marché action. Bon, vous l'avez constaté hier en étudiant simplement le palmarès du CAC 40 à la clôture. Total Technip bien orienté. D'ailleurs, au mois de janvier, ces titres ont bien performé. Et lorsqu'on étudie un peu le news flow, je dirais fondamental, des prises de parole de l'OPEP ou encore d'autres ou des banques ou finalement des spécialistes des prix du pétrole, d'une certaine façon on commence à s'accorder sur le fait que nous sommes entrés dans la période de stabilisation. Alors une période de stabilisation, ça veut dire sur le plan d'analyse technique une période de range, mais en tout cas les prix du pétrole semblent ne plus vouloir baisser. On a eu quelques nouvelles en provenance de la Banque centrale du Japon qui donc continue d'acheter des obligations au rythme habituel. Par contre, elle confirme qu'il n'y aura plus d'achat d'obligations d'État à partir de 2027. Vous voyez, c'est extrêmement loin. Donc, concrètement, on voit que c'est plutôt une prise de parole qui a mis la pression sur le yen. GBP Yen, il y avait un support, on en a parlé hier. USD Yen, et je vais commencer d'ailleurs ce point de marché par l'USD Yen. Je pense que USD Yen a clairement un potentiel de redémarrage. C'est-à-dire que ça fait maintenant 8 semaines que ce marché est dans un range et fondamentalement et surtout techniquement ce matin, et j'ai pris le temps d'écrire un article, c'est pour ça que j'avais un léger retard sur ça, mais je pense que l'USD Yen a un potentiel de redémarrage en direction des sommets de 2014 et probablement au-delà. Du côté des equities, du côté des actions, résultats trimestriels des entreprises américaines, ça continue, elles sont à peu près 340 à avoir publié sur les 500 du S&P 500. Elles sont toujours environ 70% à battre le consensus du point de vue de la profitabilité. Donc à peu près 250 à avoir battu le consensus. Du côté des marchés asiatiques, alors le marché action chinois il était plutôt bien soutenu. Il y a toujours des spéculations sur davantage de programmes de relance de la part du gouvernement, donc à Pékin, de la part de la Banque centrale de Chine. D'ailleurs le dollar australien on a bénéficié sur le marché des changes. Je pense qu'on va aussi revenir sur ces éléments-là. Et enfin du côté des taux d'intérêt, ils restent extrêmement bas. Vous l'avez constaté, le Bund, le prix continue de progresser. C'est un contrat que vous pouvez négocier chez FXECM. Le rendement du Bund tombe à 0,35, celui de l'OAT française à 0,66, bref ça ne rapporte plus rien du tout. Et pourtant le marché continue de se positionner, bénéficier donc d'un effet prix, et là c'est du point de vue donc de la gestion d'actifs. Voilà donc pour ce cours morning fondamental, le calendrier économique, je vous laisse en prendre connaissance, et j'en profite pour lancer le chat, puisque je ne l'ai pas fait, et j'imagine qu'il y a peut-être déjà des questions. Alors c'est ce que je fais maintenant.
J'ouvre la file commentaire. Vous avez la possibilité de laisser traîner des questions peut-être sur des choses que je viens d'évoquer ou sur des choses que je vais évoquer maintenant en utilisant cette fois-ci uniquement l'analyse technique, en me concentrant uniquement sur l'horizon de temps journalier. Je ne descendrai donc pas sur l'horizon de temps inférieur. Ça, ce sera l'objet donc de la présentation de cet après-midi. Allez, on commence par l'USD Yen. L'USD-Yen, on sait que c'est beaucoup de choses. Alors, d'une part, c'est clairement l'appréciation du dollar US, notamment depuis le mois de juillet dernier. C'est surtout, et peut-être au moins à part égale, la dépréciation du yen japonais. Je vous rappelle qu'à l'automne dernier, le quantitative easing de la Banque centrale du Japon, alors il porte un nom un peu différent, QQE, puisqu'il est à la fois quantitatif et qualitatif. C'est bien. Bref, USD Yen, on comprend les fondamentaux de la hausse de cette devise. Et voilà, moi, techniquement, l'approche que je peux vous proposer. Finalement, à chaque fois que j'ai étudié des graphiques à long terme de l'USD Yen, on a souvent utilisé l'approche en vague d'Elliott, puisque ça correspond bien à ce qu'enseignent les livres. On a souvent des mouvements en 5 temps. Généralement, la vague 3 c'est la plus forte, c'était déjà le cas en 2013. Puis la vague 4 c'est plutôt des phases de consolidation et souvent triangulaires en plus. Alors justement, je reprenais ça ce matin, le graphique de l'USD Yen, et je trouve que c'est limpide. C'est-à-dire que nous avons une première jambe de hausse qui s'est faite essentiellement du point de vue du dollar américain, ici entre 100 et 110. On avait eu un léger temps de consolidation jusqu'à 105, c'était un parfait pullback. Et alors là, une vague 3 qui est parfaite, c'est un cas d'école, la plus impulsive d'entre elles, entre 105 et 122 yens, avec un gap haussier qui avait été ouvert ici le 3 novembre, et cette fois-ci c'est du côté du yen japonais. Ce gap haussier de rupture, c'était l'extension du programme monétaire QQI de la Banque centrale du Japon. Et puis depuis le début du mois de décembre, à l'image d'ailleurs des marchés actions américains, l'USD Yen est rentré dans une période de range. Moi j'utilise beaucoup l'analyse graphique et notamment la partie chartiste, qui est la plus simple en fait, c'est celle qui est visuelle. D'ailleurs il y a des ouvrages qui s'appellent l'analyse visuelle des marchés financiers. Et lorsque je me concentre sur le range de l'USD Yen, c'était déjà quelque chose que j'avais fait une hypothèse dès le milieu du mois de janvier en me disant finalement on va peut-être construire une structure triangulaire. Alors ça s'inscrirait dans finalement ce qu'on a l'habitude de voir en vague 4, alors la vague 4 du cycle des vagues d'Elliott. Et donc c'est plutôt sain puisque d'ailleurs lorsque j'étudie l'amplitude en termes de retracement de cette vague 4, regardez, elle correspond à 38% de la vague 3. Donc ça, c'est aussi hyper standard. Alors d'ailleurs, si ça vous intéresse, je me permets, petite publicité, de vous rappeler que j'avais pris le temps d'écrire. Alors, les illustrations sont anciennes, mais peu importe. Un guide sur la théorie des vagues d'Elliott, avec notamment, alors il y a du blabla, etc. Il y a notamment une page qui est importante à suivre. Les illustrations sont anciennes, donc on s'en fiche. Voilà, c'est celle-ci. C'est l'ensemble des possibilités de projection et de retracement. Donc ça me paraît vraiment important à suivre. Et regardez la vague 4. Voilà. Usuellement, enfin dans la plupart des cas, elle retrace 38,2% de la vague 3. Et regardez ce que fait justement cette vague 4 qui prend la forme d'un triangle chartiste, rectangle. 38,2 de la vague 3. Donc, j'ai envie de dire que l'USD Yen c'est toujours bien apprêté au décompte elliotiste. Et puis là, je trouve que, encore plus que jamais, ça correspond à ce qu'enseigne la théorie de base, sans rentrer dans les détails de ces vagues. Donc, ça c'est ce que je surveille. Alors maintenant, il y a bien sûr l'incertitude qui est de savoir est-ce que les cours vont sortir par le haut de cette configuration triangulaire à court terme, ou est-ce qu'ils vont revenir à nouveau tester la base à 116 yens. Alors là, il faut se concentrer sur le plus court terme. Ce sera peut-être davantage ce dont je vais vous parler cet après-midi, mais même en utilisant ici ces chandeliers journaliers, eh bien, j'ai quand même le sentiment qu'au fond, la séance du 6 février, c'était quand ça ? Vendredi dernier, tenez, le rapport NFP. Donc j'ai l'impression que c'est le dollar US qui est sorti par le haut d'un drapeau. C'est vrai que le rapport NFP, le marché du travail américain au mois de janvier et puis même au mois de décembre, puisque les chiffres ont été révisés en hausse, il est surprenant. Finalement, on a tous envie d'aller bosser là-bas, vu les emplois qu'ils créent en quantité. Et d'ailleurs, même des gens reviennent
à la recherche d'un emploi réintègrent la population active parce qu'ils prennent conscience qu'il y a une dynamique de création d'emplois qui est assez incroyable. En tout cas, pour résumer, la vague 1 a été du fait du dollar US, la vague 3 du fait du yen japonais, et j'ai le sentiment que la vague 5 pourrait être à la fois du fait du yen et à la fois du fait du dollar US. Alors il y a un seuil très important, deux seuils importants à suivre. D'une part un support à 118,30, au-dessus duquel finalement on peut envisager des stratégies positives de court terme, puisque c'est sous ce seuil qu'on peut positionner un stop. Et surtout, et peut-être pour les plus prudents d'entre vous, un seuil d'accélération haussière. Un seuil d'accélération haussière sur l'USD Yen que je situerai exactement à 119,25. Franchir 119,25 sur la base d'une clôture journalière, ça vaut le coup d'attendre. Alors on peut se placer avant avec un stop sous les 118,30. La gestion d'une position de trading, c'est quelque chose qui vous concerne, car je vous rappelle que là il ne s'agit en aucun cas d'un conseil d'investissement, vous l'avez bien compris. Mais moi ce que je pense en utilisant ici l'analyse technique, c'est que franchir 119,25, réaliser une cassure journalière de cette résistance, c'est un signal d'achat de long terme. Je pense que ça nous permettra d'aller au moins en direction des 121,80, les sommets de l'année 2014. Donc ça je le surveille. Alors maintenant, est-ce que ça va arriver aujourd'hui? Est-ce qu'on va faire un range de plusieurs jours? Ou est-ce qu'on va revenir au préalable chercher les 116? J'ai pas la réponse. Mais sur le court terme, envisager des stratégies positives couvertes par un stop sous 118, 118,30, ça me paraît attractif. Donc l'USD Yen est plutôt rassurant du point de vue de la tendance générale du dollar US et semble aussi indiquer le redémarrage d'une phase de baisse du côté du yen japonais. Alors ce yen japonais il s'est plutôt stabilisé au mois de janvier, mais lorsque j'ai étudié un certain nombre de paires en yen, et je vous en ai parlé notamment ces derniers jours en utilisant davantage les graphiques intraday, qu'il s'agisse du GBP yen ou encore du CAD yen que j'ai mentionné hier, j'avais le sentiment de la possibilité d'un redémarrage du mouvement de baisse du yen. Alors ça, ce sont des choses que j'évoquerai cet après-midi. Ce matin, je n'évoque pas ces paires de devis, je me concentre sur les paires majeures. Mais en tout cas, voilà quelque chose qui me paraît très important de surveiller. L'USD Yen, la paire majeure avec l'eurodoll, et puis en plus, derrière les mouvements de l'USD Yen, il y a énormément de choses derrière. Bien sûr, le positionnement vis-à-vis du yen ou du dollar US, mais surtout aussi positionnement vis-à-vis du risque. Donc franchir pour moi 119,25, ce serait entrer dans le cadre d'une vague 5. Et donc je vous en présente ici les ratios usuels d'extension. Alors on n'est pas obligé de faire des projections comme ça puisqu'on a un historique qui permet d'aller chercher des résistances horizontales. Mais voilà, ça c'est des choses donc qui sont intéressantes. Pour télécharger ce guide, vous connaissez la section, vous allez donc sur notre site. Ici, guide de trading, et il doit se trouver quelque part par ici. Voilà, théorie des vagues d'Elliott et ratio de Fibo. Alors les illustrations elles sont anciennes, n'en tenez pas compte, mais concentrez-vous notamment sur ce tableau qui se situe page 15 avec les ratios habituels et les extensions habituelles. Habituelles, ça veut dire quoi? C'est celles que l'on retrouve dans la plupart des cas. Donc USD Yen, je la scrute. Et notamment ce niveau à 119,25, s'il est franchi, il y aura beaucoup de conséquences derrière. Voilà donc pour l'USD Yen. Dans les indices boursiers européens, vous avez un article sur le site et puis on vous en a déjà quand même bien parlé. Vous avez bien compris que nous sommes depuis la fin du mois de janvier dans un range qui est hyper sain parce que ce range vient tout simplement consolider la vague d'impulsion haussière qui a démarré le 7 janvier. On fait un flat et l'Eurostoxx 50 c'est celui qui est le plus rassurant puisque l'Eurostoxx 50 c'est cet indice pan-européen qui avait justement réalisé une cassure haussière importante des 3280. On fait un range, un flat. Alors quelle est la forme de ce range? Aucune idée, plutôt un rectangle. C'est plutôt une bonne chose, je trouve, ce que font les indices européens depuis le 27 janvier. Prenez hier la clôture du CAC 40, il y avait des valeurs qui perdaient entre 2 et 4%. Elles sont des valeurs qu'on en pris 35 depuis la mi-octobre. Bon, là aussi, il n'y a rien de surprenant. Hier, vous aviez par exemple un titre comme Valeo
qui perdait 3 ou 4%. Mais le titre Valeo, on a pris 20 depuis le début de l'année. Ça fait partie de ces grandes thématiques que jouent les investisseurs. Au-delà des actions européennes, certaines thématiques sont plus fortes que d'autres. J'ai tenté d'ailleurs de vous les rappeler dans un article qui se trouve sur notre site. Donc, l'Eurostoxx 50, tant que ce marché maintient les 3280 et 3300 points, je reste positif sur les actions européennes, sur les indices européens. Maintenant, les indices européens qui m'intéressent au sud de l'Europe, c'est le MIB. Voilà. Mais j'avais déjà fait le choix du MIB par rapport à l'IBEX. Et j'apprécie notamment le fait que le MIB tienne un support ici à 20 189 points. Et au fond, on peut l'exploiter, ce support. 20 189 points, c'est un support. Et vous savez qu'en analyse technique, pour exploiter un support, je vous donne la moitié de la réponse, on ne vend pas un support. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a deux choix, on peut rien faire. Ne rien faire, c'est un choix. Ou sinon, il y a l'autre possibilité qui est de déclencher une stratégie positive. En tout cas, voilà un support que je suis à 20 189 points ici sur le MIB. Ensuite, du côté des autres marchés, et puis je reviendrai bien sûr aux paires de devises majeures, le CAC 40 et le DAX, eux aussi sont dans des phases de transition latérale, mais finalement elles sont assez costauds ces phases de transition latérale. Le CAC 40, il nous fait un range entre 4598 et 4700. Alors vous allez me dire, on avait eu le 28 janvier un excès ici à 4550, mais si vous prenez la séance qui a suivi, celle du 29 janvier, on a avalé cette séance de baisse. On a fait un grand corps ici. Et au final, depuis, le marché défend 4598. Combien de temps va durer ce range? Ça, je ne sais pas. Mais j'invite à surveiller la moyenne mobile à 20 jours. Elle passe actuellement à 4525 points sur le CAC. Les cours vont-ils rester plats en attendant d'être soutenus par cet indicateur de tendance qui, jour après jour, se rapproche? Ou est-ce qu'au contraire, les cours vont aller chercher la moyenne mobile en question? Eh bien ça, je n'ai pas la réponse. Alors la moyenne mobile, je ne l'ai pas affichée ici sur le CFD FRA 40. Mais sachez que elle passe à 4525 points. Le CAC, le DAX, c'est la même chose au fond. Le DAX est plus fort. D'ailleurs, au sein des marchés actions européens, c'est celui qui a dévoilé le plus de performances depuis le mois d'octobre dernier. C'est-à-dire qu'en gros, les actions européennes surperforment les actions américaines. Et ça, c'est ce que je vous ai montré à travers le ratio Eurostoxx 50 en dollars sur le Dow Jones, mais au sein des marchés actions européens, celui qui a le mieux performé depuis le mois d'octobre dernier, là vous pouvez simplement étudier le DAX sur l'Eurostoxx 50, c'est le DAX, la courbe elle est haussière. Est-ce que cela va continuer? Probablement. Je prenais hier le DAX. Dans le DAX, vous avez 5 poids lourds automobiles. Figurez-vous que le secteur automobile, c'est le secteur qui a été le plus recherché. Pourquoi? Parce que c'est un secteur qui joue plusieurs thématiques que les investisseurs jouent, les grands exportateurs et surtout les grands exportateurs automobiles allemands, mais surtout les anticipations de redémarrage de la consommation domestique au sein de la zone euro, la baisse du prix du pétrole, bref, tout ça, ça soutient l'automobile. Et l'automobile star en Europe, c'est l'Allemagne. Alors des Continental, des Daimler, des Volkswagen, des BMW, tout ça, ça prend 40% depuis le mois d'octobre. Et c'est du DAX. Et il est fort à parier que le marché continue de se positionner sur ces titres. Pour en venir justement au DAX, il y a un support que je suis depuis quelques temps, c'est le niveau des 10 548 points, une ancienne extension de Fibonacci qui était un objectif de cours cassé à la hausse. Ce rôle de support, c'était 0,76, coefficient multiplicateur de 0,76 de cette jambe de hausse au point bas de cette console latérale, dont le point bas avait été inscrit le 16 décembre, le point de départ du fameux rallye de Noël, que nous avions tenté d'accompagner avec vous. Eh bien au fond, j'ai le sentiment que le DAX pourrait se contenter d'un flat, au-dessus des 10 500 points. Alors, la MM 20 jours simple dont je vous parlais tout à l'heure, que je n'ai pas représentée ici sur le GER30, mais que je vous invite peut-être à aller étudier, notamment sur ce site partenaire TradingView, elle n'est pas encore tout à fait au contact des cours, mais elle approche. Alors voilà, je continue de suivre ces moyennes mobiles simples. En tout cas, je trouve que ce que font les indices européens me semble tout à fait sain. C'est une consolidation latérale avant probablement un redémarrage de la dynamique de fond. Alors maintenant, je vais juste vous proposer un tour d'horizon des paires majeures, et toujours sur cet horizon de temps journalier. L'euro-dollar. L'euro-dollar, finalement,
depuis le 6 février ici, il a simplement rejeté sous la résistance des 1,1460. C'est même pas un 14,60 en fait. Finalement, si je vais attraper le point haut, on est juste venu chercher les 1,1530 qui sont la toute première résistance horizontale daily. C'était les cours de clôture ici du 20, c'était le cours de clôture du 20 janvier. Alors c'est vrai qu'on a cassé, on est sorti par le haut de cette ligne de tendance, mais finalement briser une ligne de tendance, ça n'implique pas forcément le démarrage d'un marché haussier. On s'inscrit dans un range maintenant sur l'eurodoll, vous l'avez bien compris. J'y vois pas grand chose à faire si ce n'est que comment je définirais ce range entre 1,1260 entre 1,1260 et 1,1530. Est-ce qu'il faut mettre à profil support des 1,1250? Franchement, j'ai pas forcément envie de l'utiliser pour une stratégie bullish, surtout lorsque je vois la construction technique que propose l'USD Yen et donc forcément le dollar US. Donc il y a plutôt un risque que ce support soit cassé sur l'eurodoll, et forcément si ce support cassait, eh bien les cours repartiraient donc vers de nouveaux plus bas. Donc l'eurodoll aujourd'hui c'est pas forcément la paire majeure qui présente le plus d'opportunités à surveiller. Ce niveau ici, tout simplement les points bas en fait du 29 janvier, avec un risque finalement de cassure de support. Alors la UD-USD, le NZD-USD et l'USD-CAD, ce n'est pas bien compliqué, toujours sur cet horizon de temps journalier. La UD-USD, il fait un range sous la résistance des 0,7875. Comme d'habitude en fait, flat range, impulsion range, impulsion range, et d'une certaine façon on peut considérer que cette résistance à 0,7875 est un niveau au-dessus duquel placer un stop de protection dans le cadre d'une stratégie baissière sur la UD USD, tant le dollar US reste fort et tant la UD est sous pression. Il y a eu une baisse des taux d'intérêt récemment surprise et qui en appelle probablement d'autres. Le NZD-USD. Alors le NZD-USD, la résistance daily, ce qui me gêne, c'est que je la vois en fait toujours un peu plus haute. Elle est ici. Mais lui aussi, de toute façon, il est sous pression. Alors justement, données journalières, il y a quelque chose que je surveille, c'est le RSI journalier du NZD-USD, avec une résistance qui se situe ici entre 50 et 55. Je pense pas que le timing soit encore optimal. La résistance qui me semblerait intéressante pour une stratégie, c'est les 0,7494. Donc voilà, si le marché allait la chercher, pourquoi pas. Là, je pense que c'est un niveau pour une stratégie de vente, c'est 0,7494. Et enfin l'USD CAD, et je répondrai à vos questions, puisque toutes les autres paires de devises sur des horizons de temps plus courts, les matières premières, les pétroles sur des horizons de temps plus courts, je vais quand même jeter un œil au Brent et au WTI sur l'horizon de temps journalier, parce qu'on a quand même fait 3 séances consécutives de reprise. L'USD CAD en données journalières, vous avez un article sur le site qui l'étudie, c'est très limpide, il y a un support en béton armé aux alentours des 1,23, je dirais des 1,23,50. Regardez le RSI daily, il évolue entre 50 et 80. C'est une tendance haussière. Sur le NZD-USD, le RSI daily évolue entre 20 et 55. Sur l'USD CAD, ça évolue entre 50 et 80. Donc sur le NZD-USD, lorsque le RSI daily atteint 50 et que les prix sont sous résistance, c'est stratégie de vente. Et lorsque l'USD CAD, le RSI daily tombe à 50 et que les cours sont par exemple sur ce support des 1,2350, c'est une stratégie d'achat. Donc là, d'un point de vue technique, c'est assez limpide, je trouve. Le timing n'est pas là, mais il y a des choses en surveillance. Et c'est assez limpide globalement. Les cours du Brent. Alors, le signal, la séance de bourse qui a changé les choses sur le pétrole, c'est le 30 janvier. Le 30 janvier a changé les choses. C'est cette séance du 30 janvier qui a vu des cassures haussières, notamment d'un indicateur de tendance qui était assez efficace sur le Brent, la moyenne mobile à 20 jours. On teste maintenant une résistance à 59 $. Clairement, sur le court terme, le Brent va être enfermé entre ces 59 $ et la MM 20.
C'est possible qu'on fasse un flat sous ces 59 en attendant la MM20. Donc il y a plus de possibilités en fait que ce marché rentre dans un range désormais lors des prochaines séances. Par contre, il y a un thème qui semble finalement voir le jour, qui est finalement le thème d'une stabilisation des prix du pétrole au premier semestre. Et en fait, on est peut-être rentré dans la première jambe de cette stabilisation. Encore trop tôt pour le dire, puisque quand on fait un peu le tour des prévisions de marché, des desks de matières premières dans des grandes banques d'investissement, certaines visent encore 20 $, d'autres 50, d'autres 40. Enfin, on voit qu'il y a quand même un consensus qui s'installe sur le fait qu'on est sur des niveaux de prix et sur une période temporelle et qui voit une stabilisation. Et c'est vrai que l'analyse technique, depuis le 30 janvier, elle commence à rendre crédible ce scénario d'une stabilisation au premier semestre. Alors une stabilisation par contre sur des niveaux bas. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de jouer les thèmes qui profitent de la baisse du prix du pétrole, notamment sur le marché actions. Maintenant, ce qui est important, c'est de justement rester sur des niveaux bas, mais durablement. Voilà. Alors, mon commentaire de marché, il est terminé. Maintenant, je réponds à vos questions. Et je vous rappelle que pour les horizons de temps plus courts et d'autres actifs intraday, ce sont des choses que j'évoque l'après-midi. Alors, ok, donc AUD-USD, une chose à souligner. Alors, AUD-USD, commentaire de visiteur, divergence haussière sur l'AUD-USD. Alors, si vous pouviez simplement, visiteur, m'indiquer l'horizon de temps. Moi, je suis juste ici sur le journalier. Pour moi, ça s'en est pas une. En journalier, j'en vois pas. Je vois juste un range sous résistance. Alors peut-être qu'il en existe une sur d'autres horizons de temps, mais là, aujourd'hui, enfin ce matin, je ne change pas d'horizon de temps. Alors David, vous avez probablement donc envie de passer en revue d'autres paires de devises, puisque c'est le Forex qui vous intéresse. Ça, c'est une émission qui vous est proposée à 15h15. Voilà, c'est une programmation, et donc cette émission aura lieu à 15h15. Et quant à l'euro-dollar, j'en ai parlé, je vois davantage un risque de cassure du support à 1,1258. Notamment depuis cette séance du 6 février où on a rejeté sous les 1,1533. Maintenant, on est rentré dans un range sur l'euro-dollar. Mais au fond, il y a quand même un risque de cassure du support. Et pas de souci, visiteur, pour la divergence sur la UD-USD. En effet, il n'y en a pas en données journalières. Voilà, bah écoutez, j'ai répondu à l'essentiel de vos questions. Donc je vous retrouve à 15h15 pour un point d'une trentaine de minutes environ, cette fois-ci uniquement sur les graphiques intraday H4. Donc on rentrera peut-être davantage dans des propositions de stratégie, indicatives naturellement. Donc j'espère et je compte sur votre présence tout à l'heure. Merci beaucoup.